À 57 ans, elle a enfin avoué ce qu'elle avait passé 20 ans à cacher. Une vérité intime, silencieuse, que tous soupçonnaient sans jamais oser la nommer. Comment une femme habituée à affronter les regards du public a-t-elle pu se taire si longtemps? Pourquoi ce secret, enfoui au cœur de son mariage, l'a-t-il poursuivi jusqu'à cet âge? Elle n'a rien dit pendant des années, laissant chacun interpréter les fissures, deviner les absences, imaginer ce qui se passait derrière les portes closes. Mais un soir, dans un souffle presque brisé, elle a reconnu ce que beaucoup pressentaient déjà. Son mariage n'a jamais été l'histoire d'amour que l'on croyait. Une phrase simple et déchirante qu'elle avait trop longtemps retenue. C'est cet aveu tardif qui a tout changé. Pas un scandale, pas une révélation tapageuse, mais une vérité humaine, douloureuse, née d'une vie trop souvent vécue dans la retenue. Voici l'histoire cachée de ce mariage que personne n'avait vraiment compris. Bien avant les aveux tardifs, il y avait une femme qui avançait dans la lumière tout en portant une ombre discrète derrière elle. Marine Le Pen n'a jamais eu une existence ordinaire. Très tôt, elle a dû apprendre à vivre sous les regards, à composer avec l'idée que chaque sourire serait observé, chaque silence interprété, chaque geste analysé. Cette vie publique imposée a façonné une personnalité plus dure en apparence qu'en réalité. Ceux qui l'ont connue intimement racontent une femme sensible, attachée aux siens, fragile là où l'on s'attendait à la voir inébranlable. Elle riait fort, mais se refermait dès que les caméras s'éteignaient. Elle parlait peu d'elle, comme si confier une émotion risquait de la briser. Dans les moments de solitude, elle trouvait refuge dans des habitudes simples, presque enfantines. Relire un livre déjà usé, écouter une chanson ancienne, garder près d'elle les dessins de ses enfants. Sa vie familiale n'a jamais été simple non plus. L'adolescence fut marquée par des secousses dont elle parle rarement, mais qui expliquent sa difficulté à construire des relations durables. Elle a grandi en apprenant que l'amour peut se fissurer sans prévenir, que les liens les plus solides peuvent céder d'un coup, laissant derrière eux un vide qu'on comble comme on peut. Cette complexité intime, personne ne la voyait vraiment. On retenait surtout son allure, son aplomb, sa manière d'avancer comme si rien ne pouvait l'atteindre. Pourtant, à l'intérieur, la fragilité luttait contre la force, et ce combat silencieux allait imprégner chacun de ses choix, chacune de ses relations. C'est dans cette femme-là, faite de paradoxes et de cicatrices, que commence l'histoire de ses mariages. Le premier mariage de Marine Le Pen avait commencé comme commencent les histoires qu'on croit destinées à durer, avec une certitude naïve, presque lumineuse, celle que l'on ressent quand on pense avoir trouvé l'endroit où poser enfin son cœur. Elle était jeune, encore persuadée que l'amour seul pouvait tout réparer, tout protéger, tout construire. Pendant un temps, cette illusion la portait. Ils partageaient des projets simples, des promesses discrètes, des rires inconnus du monde extérieur. Puis, lentement, sans fracas, quelque chose s'est mis à glisser. Ce n'était pas une dispute soudaine ni un geste irréparable. C'était un effritement, invisible d'abord, puis de plus en plus perceptible. Ils vivaient ensemble, mais leurs journées ne se rencontraient plus. Les regards se croisaient sans se comprendre, les mots devenaient plus prudents, plus rares. Une distance s'installait, silencieuse et tenace. Elle essayait de sauver ce qui pouvait l'être, de retrouver la légèreté des débuts, mais elle sentait que quelque chose en elle s'éteignait doucement. Un soir, après une conversation trop calme pour être rassurante, elle a compris qu'ils n'étaient plus vraiment deux depuis longtemps. Elle dira plus tard, presque en murmurant, « Je ne savais plus comment rester, et je n'arrivais pas à partir. » Lorsque le mariage prit fin, elle eut l'impression de décevoir tout le monde, sauf elle-même. La maternité lui offrait des moments de joie pure, mais elle craignait que la rupture ne devienne une cicatrice pour ses enfants. Chaque matin, en les regardant se préparer pour l'école, elle se demandait si elle avait fait le bon choix. Elle refusait de pleurer devant eux. Mais dans les couloirs silencieux, lorsque la maison s'éteignait peu à peu, elle sentait la solitude s'installer comme une brume épaisse. Le deuxième mariage arriva trop tôt, peu, être. Elle cherchait une stabilité qu'elle ne trouvait plus en elle-même. Le début fut tendre, presque apaisant, comme une parenthèse après une tempête. Mais rapidement, les mêmes fissures reparurent. Cette fois plus profondes. Elle avait changé, lui aussi. Les attentes n'étaient plus les mêmes. Elle voulait être comprise, soutenue, aimée sans condition, lui voulait une tranquillité que sa vie ne pouvait pas offrir.
Ils tentaient de se rejoindre, mais chaque tentative semblait créer un pas de plus vers l'éloignement. Leur quotidien se transforma en une série d'accords fragiles, un équilibre précaire fait de compromis qui ne satisfaisaient personne. Parfois, ils dînaient ensemble sans échanger plus de 3 phrases. Parfois, ils se regardaient comme 2 inconnus partageant une table trop grande. La tendresse n'avait pas disparu, elle s'était simplement diluée jusqu'à devenir presque irréelle. Un matin, alors qu'elle préparait le café, il lui demanda doucement « Tu es heureuse, toi ?» Elle n'eut pas la force de mentir. Ce fut le début de la fin. Quand le second mariage s'acheva, elle ne ressentit plus seulement la douleur d'un échec, elle ressentit une forme d'usure, comme si chaque rupture venait arracher un fragment de ce qu'elle avait tenté de reconstruire en elle-même. Elle craignait que ses enfants perçoivent sa fragilité malgré ses efforts pour paraître solide. Elle se sentait responsable de leur silence, de leur regard parfois interrogateur. « Je voulais leur offrir une famille, dit-elle un jour. J'ai fini par leur offrir des fissures. Ces 2 unions avaient laissé en elle une trace indélébile, plus profonde que les peines qu'elle tentait de cacher. Mais derrière ces échecs se dissimulait encore une histoire que personne ne connaissait vraiment. Une histoire qu'elle n'avait jamais osé raconter et qui allait, elle aussi, définir les contours de son aveu à 57 ans. C'est dans cette zone d'ombre, entre la fidélité et l'abandon, entre ce qu'elle voulait offrir et ce qu'elle ne pouvait plus donner, qu'apparaît la silhouette de l'amour qu'elle a gardé secret pendant près d'1 décennie. Il y a des histoires qui ne s'écrivent jamais dans les journaux, des histoires qui ne s'avouent qu'au creux d'une voix trop fatiguée pour mentir encore. Celle-ci a duré près de 10 ans, dans un silence presque parfait, comme une parenthèse que Marine Le Pen s'était accordée loin des regards, loin du bruit du monde, loin même d'elle-même. Ce n'était pas une passion brûlante, ni un amour spectaculaire. C'était un lien discret, solide, tissé avec patience par 2 êtres qui savaient trop bien ce que signifie vivre derrière des murs invisibles. Ils s'étaient rencontrés à un moment où elle ne croyait plus vraiment à la douceur. Il apportait une forme de calme autour d'elle, un calme rare, presque introuvable. Il savait écouter sans la juger, il comprenait ses silences lourds, qui racontaient plus que n'importe quelle confession. Avec lui, elle retrouvait une part d'elle-même qu'elle pensait perdue depuis longtemps. Une femme capable d'aimer simplement, sans promesse de demain, sans rôle à tenir. Leur relation n'était ni cachée par honte, ni imposée par prudence. Elle était protégée, tout simplement. Ils vivaient entre 2 mondes. Celui où elle devait être forte, droite, inébranlable, et celui où elle pouvait déposer ses armes. Il devenait ce refuge où elle respirait autrement, où elle arrêtait de jouer un rôle. Parfois, ils passaient des soirées entières sans parler, assis l'un près de l'autre, écoutant un vieux disque qui craquait légèrement. Ces instants-là étaient plus précieux que tout. Pourtant, progressivement, quelque chose commença à se fissurer, comme dans ses mariages précédents, mais d'une manière plus lente, plus sourde. Ce n'était pas de la lassitude, c'était la vie, avec ses obligations, ses trajectoires différentes, ses horaires impossibles à harmoniser. Ils s'aimaient, mais ils n'avançaient plus dans la même direction. Elle vivait étirée entre ses responsabilités publiques et ses peurs intimes. Lui cherchait une vie plus simple, plus stable, loin de toute forme de pression. Ils tentaient de se rejoindre, mais chaque tentative semblait ajouter un pas supplémentaire vers la séparation. Le jour où ils se sont quittés, il n'y eut ni cris, ni reproches, ni porte claquée. Ils savaient que la rupture était déjà là depuis longtemps, suspendue au-dessus d'eux comme une date invisible qu'ils avaient refusé de lire. Elle se souvient d'un regard, long et silencieux, d'une main posée sur la table sans oser rejoindre la sienne. Puis il a murmuré « On s'est manqué, simplement ». Ce fut une phrase douce, honnête, presque tendre. Une phrase qui lui a déchiré le cœur plus sûrement qu'un adieu brutal. Marine n'a jamais parlé publiquement de cet amour. Il était trop précieux pour être exposé, trop fragile pour survivre aux commentaires, trop intime pour être donné en pâture. Elle l'a porté en secret, comme un éclat de lumière perdu. Pendant des années, elle pensait qu'elle trouverait le courage de lui dire ce qu'elle n'avait jamais formulé. Mais le temps avançait, les occasions se retiraient, les mots se refermaient sur eux-mêmes. Ce n'est qu'à 57 ans, bien après leur séparation, qu'elle a enfin murmuré la vérité que tous pressentaient sans jamais la nommer. Cet homme avait été la seule relation où elle avait réellement entrevu ce qu'aurait pu être le bonheur.
Pas un bonheur parfait, ni un bonheur facile. Un bonheur imparfait, maladroit, fragile, mais profondément sincère. Dans son aveu tardif, il n'y avait ni regret amer, ni nostalgie excessive. Seulement cette lucidité douce amère qui accompagne les amours que l'on n'a pas su garder. Elle dira simplement « Je pensais avoir encore du temps, mais le temps m'a pris tout ce que je n'ai pas dit. Cet amour demeuré dans l'ombre n'était peu, être pas celui d'une vie entière, mais c'était celui qui avait laissé la trace la plus durable, celui qui expliquait ses silences, ses hésitations, et ce voile mélancolique qui traversait parfois son regard. Celui qui, plus que les ruptures officielles, avait façonné la confession qu'elle allait faire à 57 ans. On pourrait croire que les ruptures amoureuses ont constitué les blessures les plus profondes de sa vie, mais la vérité, celle qu'elle n'a admise que bien plus tard, est tout autre. Les échecs sentimentaux ne furent que des éclats, des fragments douloureux, certes, mais jamais comparables à la fissure centrale, celle qui lui a traversé la vie entière. Cette blessure, c'était ses enfants, ou plutôt la peur sourde de les avoir abîmés sans le vouloir. Marine Le Pen a toujours été une mère présente quand elle le pouvait, mais souvent absente quand elle l'aurait voulu autrement. Elle essayait de maintenir un équilibre ténu entre les exigences d'une vie exposée et la fragilité des êtres qu'elle avait mis au monde. Les soirs où elle rentrait tard, elle trouvait encore une lumière allumée dans la chambre de l'un d'eux, un livre ouvert sur les genoux, comme si l'enfant avait tenté de rester éveillé pour entendre la clé tourner dans la serrure. Ces images, ces petits fragments du quotidien, sont devenus avec le temps des souvenirs qui piquent le cœur. Un jour, alors que l'un de ses enfants était encore jeune, il lui demanda d'une voix timide « Tu vas encore partir demain ?» Ce n'était pas une accusation, ni même une plainte. C'était une question simple, mais qui lui fit l'effet d'une gifle silencieuse. Elle se rappellera toujours de ce moment, comme d'un point fixe dans sa vie intérieure. Le regard de l'enfant n'exprimait ni rancœur ni reproche, seulement un manque immense, que rien ne semblait pouvoir combler. Ce soir-là, elle a pleuré seule, dans la cuisine encore tiède, la tête dans les mains, ne sachant plus comment réparer ce qu'elle ne voyait pas se déchirer. La deuxième couche de sa douleur vient d'un lien familial plus ancien, plus complexe, plus chargé de contradictions. Elle en parle rarement, et toujours avec une retenue presque solennelle. Il y a des histoires de famille qui ne se résument pas en dates ou en événements, ce sont des atmosphères, des cicatrices héritées, des paroles qui n'ont jamais été dites ou qui l'ont été trop fort. Marine a grandi dans une maison traversée par des tensions que l'enfance ne comprend pas mais qu'elle absorbe. Les années ont passé sans effacer complètement certaines ombres. Plus tard, à l'âge adulte, elle a parfois senti que quelque chose en elle avait été bâti sur un sol instable. Cette instabilité émotionnelle, elle l'a parfois projetée dans ses propres relations. Il y avait une peur d'être abandonnée, mêlée à une peur encore plus grande, celle de ne pas être à la hauteur. Ses proches racontent qu'elle avait tendance à s'excuser trop souvent, même pour ce qui ne dépendait pas d'elle. Elle justifiait, elle arrondissait les angles, elle tentait de préserver des liens qui semblaient toujours prêts à se déchirer. Cette fragilité-là, elle n'a jamais su l'avouer. Pas avant 57 ans en tout cas. Parmi ses souvenirs, il en est un qu'elle a partagé à demi-mot, presque par inadvertance. Une scène brève, mais chargée de tout ce qu'elle n'a jamais réussi à dire. Une soirée d'hiver, la maison plongée dans le silence, un membre de sa famille assis en face d'elle, les mots se sont échappés trop vite, les émotions ont débordé, et en un instant, deux vies se sont éloignées un peu plus l'une de l'autre. Elle a compris alors qu'il existe des blessures que l'on ne referme qu'en se taisant. Mais la couche la plus profonde de sa douleur, celle qu'elle n'a jamais complètement apprivoisée, est arrivée plus tard dans sa vie, la solitude. Non pas la solitude choisie, celle qui apaise et permet de respirer, non, une solitude lourde, presque physique, qui s'impose sans prévenir et qui s'installe dans les moindres recoins d'une maison trop grande, trop vide. Après la fin de sa longue histoire d'amour silencieuse, Marine a découvert ce vide d'une manière nouvelle, plus brutale. Ce n'était plus seulement l'absence d'un compagnon, c'était l'absence de ce qu'elle avait espéré devenir. Il y avait des soirs où elle rentrait et où tout semblait figé. La lumière du couloir, laissée par habitude, ne réchauffait rien. Les murs eux-mêmes semblaient retenir un souffle qu'elle ne parvenait pas à reprendre. Elle passait la main sur la table du salon, effleurant la place d'un bol, d'un livre, d'une présence imaginaire. Dans ces moments-là,
Elle comprenait que la solitude n'est pas le manque des autres, mais l'absence de soi-même, l'impression de ne plus savoir où déposer ses émotions. Elle l'a formulée un jour, presque sans s'en rendre compte. Il y a des soirs où le silence me hurle dessus. C'était une phrase simple, mais elle contenait toute sa vérité. Le silence n'était pas une paix, c'était un cri intérieur, un rappel constant de ce qu'elle avait perdu, de ce qu'elle n'avait pas protégé, de ce qu'elle n'avait jamais osé dire. À 57 ans, ce poids-là était devenu trop lourd pour continuer à terre. C'est précisément cette solitude, profonde, persistante, qui l'a conduite à l'aveu que personne ne s'attendait vraiment à entendre. Elle a compris que la vie ne lui offrirait plus autant d'occasions de dire la vérité. Alors elle a parlé. Pas pour choquer, pas pour se justifier, seulement pour alléger enfin ce qu'elle portait depuis trop longtemps. En avouant enfin ce qu'elle avait gardé pour elle pendant 2 décennies, Marine Le Pen n'a pas seulement parlé d'un mariage qui s'était fissuré. Elle a ouvert une porte sur quelque chose de plus universel, de plus humain. La difficulté de reconnaître que l'on a aimé sans savoir protéger, que l'on a construit sans savoir préserver, que l'on a vécu sans toujours comprendre ce qui était en train de se perdre. Son aveu à 57 ans n'était pas un geste de justification, ni une recherche de pardon. C'était une manière de reconnaître que la vérité émotionnelle finit toujours par remonter à la surface, même si l'on s'efforce de la maintenir sous le poids des années. Elle savait que ces ruptures avaient laissé des traces. Elle savait que ses enfants avaient grandi dans une maison parfois trop silencieuse. Elle savait que son grand amour, celui qu'elle n'avait jamais annoncé, s'était effacé sans qu'elle n'ose le retenir. Mais elle comprenait désormais que cacher n'avait rien réparé. Taire n'avait rien apaisé. Et que ce silence, qu'elle croyait protecteur, n'avait fait que prolonger la douleur. Dans les mots qu'elle a prononcés ce jour-là, on entendait moins la tristesse qu'une forme de libération. Le poids n'était pas complètement tombé, mais il s'était déplacé suffisamment pour qu'elle respire un peu plus librement. Elle avait enfin accepté qu'une vie peut être réussie tout en étant imparfaite, aimée tout en étant brisée, digne tout en étant fragile. Et pour la première fois depuis longtemps, elle a laissé paraître une vérité simple. On peut se taire longtemps, mais jamais toute une vie. Parce qu'à un moment, pour continuer à avancer, il faut poser les mots là où, autrefois, on n'avait posé que des silences.